Bonjour à tous, bienvenue dans le studio de la Sarjeune pour une nouvelle session podcast. Nous allons aujourd'hui accueillir le docteur Yashvitz pour un podcast bibliographique sur la présentation d'une revue systématique. Bonjour, je vais donc vous présenter les intérêts et limites et définitions des revues systématiques et des méta-analyses. Alors pourquoi on s'intéresse de plus en plus à ces revues systématiques avec méta-analyse? Parce qu'aujourd'hui, il y a une explosion des données disponibles avec un nombre d'essais randomisés contrôlés indexés par exemple sur PubMed en 2020 qui dépasse les 500 000 et plus de 140 000 revues systématiques. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, en tant qu'expert, il est absolument impossible de connaître toutes les publications, tous les essais qui sont publiés, référencés sur même un domaine en particulier. Et ça va être ce besoin de synthèse qui va permettre l'émergence des revues systématiques. Et puis on se retrouve aussi face à une autre problématique, c'est-à-dire que pour une question précise, pour une question donnée, on va se retrouver avec plein d'essais qui vont avoir des résultats différents. Et on a besoin de faire cette synthèse, à la fois être capable de tous les repérer, et puis d'avoir une synthèse et une seule et même synthèse. Et quand on a des essais qui sont discordants, la problématique c'est toujours mais qu'est-ce qu'on peut conclure? Si on a des essais qui vont être statistiquement significatifs, par exemple en faveur de l'effet traitement d'un nouveau médicament, et puis on va avoir des essais qui sont non contributifs, non statistiquement significatifs, mais nous, en tant que praticiens, on a besoin de prendre une décision, et donc on a besoin d'une conclusion. Et quand un essai est concluant, ok, on peut dire qu'il y a a priori une différence en faveur de l'effet traitement, mais toujours au risque alpha près. Et quand l'essai n'est pas concluant, quand le résultat est non statistiquement significatif, finalement on ne peut rien dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que soit effectivement il n'y avait pas d'effet, soit il y a un effet, mais on n'avait pas la puissance suffisante pour le montrer. Et donc on se retrouve face à une absence de conclusion possible. Alors aujourd'hui, quand on regarde la pyramide du niveau de preuve, ce qui est recommandé dans l'evidence-based medicine, eh ben, les revues systématiques avec les revues systématiques d'essais randomisés contrôlés sont au sommet de ce niveau de preuve. Et c'est aujourd'hui ce qui apporte la preuve la plus probante dans la littérature médicale. Alors, on voit bien que les revues systématiques et méta-analyses, elles ont comme rôle déjà de répondre à l'explosion des études qui sont disponibles et référencées dans les bases de données. Elles sont considérées comme le plus haut niveau de preuve et donc nécessaires pour faire des recommandations et prendre des décisions médicales. Et surtout, elles reposent sur une démarche qui est scientifique et qui est rigoureuse. Et c'est ça que l'on va voir juste après. Enfin, la méta-analyse, elle améliore la précision de l'estimation de l'effet traitement, tout simplement parce que ça va augmenter la puissance statistique. Et enfin, les méta-analyses et les revues systématiques avec méta-analyse, elles permettent d'expliquer des résultats qui sont discordants ou qui sont variables entre les études et elles vont permettre d'explorer l'hétérogénéité que l'on peut retrouver dans les scénarios. Alors, on va déjà commencer par définir qu'est-ce qu'une revue systématique. Donc une revue systématique, c'est une revue de la littérature qui porte sur une question qui est clairement formulée et qui va utiliser une méthodologie qui est systématique et explicite. Et ça veut dire qu'elle est reproductible par n'importe qui voudrait refaire cette même revue systématique. Donc les grandes étapes de la revue systématique, c'est l'identification des essais, la sélection des essais. Ensuite, on va évaluer de manière critique la recherche et on va collecter, les recherches, les essais, et enfin on va collecter et analyser les données des études qui sont incluses. La partie méta-analyse, finalement, n'est que l'utilisation de techniques statistiques qui visent à combiner les résultats de ces essais que l'on a inclus dans notre revue systématique. Une revue systématique peut avoir ou pas une méta-analyse associée. La méta-analyse n'est que l'aspect statistique. Ce qui est très important, c'est de bien voir la différence entre une revue systématique et tous les autres types de revues qui abondent les revues médicales, tout ce qui est literature review, narrative review, ou alors une méta-analyse sans la revue systématique qui la précède. Tout ça, ça n'a pas un haut niveau de preuve. On va même dire que c'est les niveaux de preuve les plus faibles. Parce que la recherche et la partie revue systématique n'est pas faite correctement. Et donc, on va sélectionner dans toutes ces littérature review, narrative review, en fait, on va sélectionner des essais qui vont appuyer un argumentaire. Et donc, on est dans quelque chose de subjectif et non pas dans quelque chose qui se veut
objective et systématique comme la revue systématique. Enfin, une méta-analyse isolée, il suffit de prendre 3 essais, on les poule et on fait une méta-analyse. Donc une méta-analyse isolée sans la partie revue systématique derrière n'est pas un haut niveau de preuve. Alors, quels sont les grands principes? Donc tout d'abord, dans une revue systématique, il faut définir un objectif. Et cet objectif, il doit répondre à 4 critères. C'est ce qu'on appelle le PICO. Donc il doit répondre à une population. Alors est-ce que c'est une population adulte, pédiatrique, mixte? Est-ce que ça correspond à une pathologie en particulier? Et comment on définit cette pathologie, etc. Ensuite, on doit définir l'intervention d'étude. Alors, est-ce que c'est un traitement, ça peut être une intervention médicamenteuse, non pharmacologique, ça peut être une chirurgie, et ça c'est pareil, ça doit être précisément décrit. Enfin, on va décrire le comparateur, est-ce que c'est un placebo, est-ce que c'est usual care, est-ce que c'est un traitement de référence ou autre. Et enfin, l'outcome, donc le critère de jugement principal qu'on doit rapporter dans les différents essais. À partir de ce PICO, qui va permettre de clairement définir l'objectif, on va établir des critères de sélection, donc des critères d'inclusion et d'exclusion, des études que l'on va sélectionner pour la revue systématique, en fonction de la maladie, du type de patient, du type de traitement, donc l'intervention, du type de comparateur, et des critères de jugement qui ont été utilisés dans l'essai. Enfin, une fois que les critères sont bien établis, on va rechercher tous les essais, qu'ils soient publiés ou non publiés, et qui répondent à ces critères. Donc ça, c'est la partie qui va être, on va dire, longue et fastidieuse, mais qui doit être rigoureuse, pour justement ne pas tomber dans le biais de publication et être capable de vraiment retrouver tous les essais qui existent avec ces critères d'inclusion et d'exclusion que l'on a définis précédemment. Donc on va évidemment, aller rechercher les choses qui paraissent évidentes comme les bases de données, donc PubMed, donc on va regarder la base de données Medline via l'interface PubMed, on va regarder la base de données de Elsevier ou la base de données de la Cochrane qui s'appelle Central. C'est important d'aller regarder toutes ces bases de données, mais aussi d'aller regarder ce qui n'est pas référencé dans ces bases de données. Pour ça, on peut aller regarder les registres, le plus connu étant clinicaltrial.gov, mais qui est un registre international. On va également rechercher des registres nationaux, européens, ENRACT, ou via la plateforme de l'OMS, WHO, ICT. Enfin, il faut aussi aller regarder les congrès, les abstracts qui ont été publiés en congrès, et puis, dans certaines circonstances, ça peut être très intéressant d'aller regarder aussi les études les études de l'industrie, et ça, il y a plusieurs moyens, soit en contactant les industriels, soit à travers des sites spécifiques, aller regarder les études industrielles qui sont parfois pas publiées. Une fois qu'on a fait cette étape de rechercher et sélectionner tous les essais publiés ou non qui répondent à nos critères de sélection, on va évidemment sélectionner ces essais et puis on va, à partir de ces essais, recueillir les données d'évaluation, les données de ces essais et enfin on va évaluer les risques de biais de chacun de ces essais. Et enfin, on va réaliser l'analyse statistique, donc c'est la partie méta-analyse, ou pas, en fonction de ce que l'on va retrouver. Alors, la partie statistique, finalement, à quoi elle sert? Elle permet de mesurer l'effet de traitement combiné dans tous ces essais. Dans chacun des essais, on a un effet de traitement qui va être estimé. Et nous, à partir de la revue systématique, on sélectionne nos essais et on va pouler tous ces effets de traitement. Alors, il y a deux manières de faire, il y a deux manières d'agréger ces données. Soit on utilise une analyse à effet fixe, soit une analyse à effet aléatoire. Alors, l'analyse à effet fixe, juste pour comprendre, ça suppose que tous les essais que l'on a sélectionnés mesurent exactement la même chose et que la variation d'un essai à l'autre, finalement, n'est liée que aux fluctuations d'échantillonnage. Et donc, si toutes nos études avaient une taille infinie, elles donneraient le même résultat. Et quand on fait cette supposition, quand on fait cette hypothèse, on utilise une méthode à effet fixe. L'autre type d'analyse, c'est l'effet aléatoire, et là, on va mettre l'hypothèse que finalement, chacun de nos essais va regarder quelque chose qui est un peu différent. Ce n'est pas exactement le même effet que l'on mesure dans chacun des essais. Tout simplement parce qu'il y a une variabilité qui peut être liée à une intervention qui est un petit peu différente, une population qui est un petit peu différente, une méthodologie qui est un peu différente. Et finalement, en plus des fluctuations d'échantillonnage, on a une variabilité d'un essai à l'autre. Et on prend ça en compte dans la mesure de notre effet global. Alors, l'analyse statistique, elle va donner donc un effet combiné qui est une moyenne pondérée par l'inverse de la variance.
Et c'est pour ça que plus un essai est précis, plus sa contribution est forte. Plus dans un essai il y a un nombre d'événements importants, plus sa contribution est forte. Et donc, si un essai qui est prépondérant, il peut masquer les petits essais, c'est-à-dire il va prendre toute la place et ça va masquer, entre guillemets, l'effet des petits essais. Et enfin, on va avoir une moyenne pondérée et un intervalle de confiance, comme dans un essai. On va ensuite tester l'existence de cet effet de traitement, c'est ce qu'on appelle le test for overall effect. Et enfin, on va tester l'hypothèse d'homogénéité entre les essais. Alors, toute la revue systématique et toute la méta-analyse est résumée dans ce graphique qu'on appelle un forest plot. Alors, ce qui est très important, c'est de bien comprendre ce forest plot, parce que si vous avez compris le forest plot, finalement, vous aurez compris comment on regarde et comment on interprète, on va dire, comment on ressort le résultat d'une revue systématique avec méta-analyse. Donc là, c'était une revue qui s'intéressait aux nausées, vomissements post-opératoires et on regardait deux types de traitements, donc le métoclopramide versus contrôle. Et puis il y avait deux sous-groupes. Donc pour le premier sous-groupe, on voit qu'il y avait 3 essais qui ont été donc sélectionnés avec la revue systématique et qu'on va pouler dans notre méta-analyse. Pour chacun des essais, on va rapporter le nombre d'événements sur le nombre total dans les deux groupes. Et enfin, on voit ici le poids de chacun des essais, qui est proportionnel au nombre d'événements ou au nombre de patients dans l'essai. Et enfin, là, on retrouve le résultat de chacun des essais sous forme chiffrée ou sous forme graphique, avec le carré qui correspond au point estimate, ça veut dire l'effet de traitement mesuré dans cet essai, et la petite barre horizontale qui correspond à l'intervalle de confiance. Donc on voit ça pour chacun des essais qui m'a été inclus. Et enfin, l'effet poulet, c'est ce qui correspond au diamant, avec le milieu du diamant qui est l'effet estimé, donc l'effet poulet mesuré par la méta-analyse, et la largeur du diamant qui correspond à l'intervalle de confiance. Donc on l'a ici sous forme graphique, et on retrouve ici sous forme numéraire exactement le même résultat. Dans une méta-analyse et un forest plot qui est bien fait, on voit en bas, alors on a d'abord la ligne ici qui est la ligne d'absence d'effet, donc là comme c'est un risque ratio, il s'agit de la ligne du 1, et avec un côté qui correspond en faveur de l'effet médicament, de l'effet du traitement expérimental, et de l'autre côté, on est en faveur du groupe contrôle. Donc on voit tout de suite que dans ce premier sous-groupe, l'effet traitement combiné est en faveur du traitement expérimental avec un risque ratio à 0,27 et un intervalle de confiance entre 0,16 et 0,45. Si mon intervalle de confiance recoupait la ligne du 1, je serais statistiquement non significatif. On voit ici, je vous l'ai mis dans un petit carré, mais on voit ici les différents tests dont je parlais tout à l'heure. Donc on a le test d'hétérogénéité avec un taux carré, et puis il y a un qui 2, et enfin le nombre de degrés de liberté et le petit p. Donc on va tout simplement regarder le petit p. Là on a un petit p qui est statistiquement significatif, puisqu'il a 0,007, et donc ça veut dire que l'on n'a pas mis en évidence d'hétérogénéité, et donc l'homogénéité. Enfin, vous voyez ici le test for overall effect, qui est un test Z, donc avec un petit p à 0,05. Donc, dans cet exemple, on est statistiquement non significatif, mais on le voyait tout simplement de manière visuelle, visuellement on le voit, puisqu'on ne recoupe pas la ligne du 1. Donc voilà, vous avez toutes les informations importantes dans ce graphique. Maintenant, il est recommandé, et vous le retrouverez dans pas mal de revues systématiques avec méta-analyse, d'associer au forest plot ce diagramme qu'on appelle la ROP tool, Risk of Bias Tool, qui est un diagramme qui permet de montrer le risque nos risques de biais dans chacune des études et en fonction de différents domaines. Donc pour chaque ligne, vous avez donc l'étude qui est inclue, vous avez l'effet traitement de manière graphique et de manière chiffrée, et vous avez le risque de biais qui est également montré. Donc les différents domaines qui sont représentés, ils sont définis ici. Donc vous avez le risque qui est lié à la méthode de randomisation avec un petit R, les risques qui sont liés aux déviations d'intention prêtée, donc il y a des risques de biais d'attrition. Enfin, vous avez les risques qui sont liés à la mesure des critères de jugement, le selective reporting outcome, donc la sélection du report des critères de jugement. Et enfin, le dernier, c'est les risques de biais global pour chacune des études. Et à chaque fois, ça va être
il y a un code couleur, vert, jaune, rouge. Vert, c'est le risque de biais est faible, on n'a pas retrouvé dans l'essai de risque de biais particulier. Jaune, ça veut dire qu'on ne peut pas conclure, qu'on n'a pas les informations suffisantes pour émettre un risque de biais élevé ou faible. Et quand il y a un point rouge, ça veut dire qu'il y a un risque de biais élevé. Donc ça vous permet visuellement également de regarder la qualité du résultat et le risque de biais dans chacun des essais. Alors, qu'est-ce qui est important à retenir sur les revues systématiques et méta-analyses? C'est que d'une part, les revues systématiques et méta-analyses, elles sont indispensables parce qu'un essai randomisé isolé, ça ne suffit pas. On a besoin de pouvoir répliquer la recherche pour s'assurer que le résultat est fiable. Et enfin, un essai randomisé contrôlé, ça s'analyse au sein d'un groupe d'essais. Et c'est pour ça qu'on fait des revues systématiques. Les revues systématiques et méta-analyses, elles permettent de faire cette synthèse et de la faire de manière objective et de manière transparente. Et il ne faut jamais oublier que c'est un exercice qui est difficile et qui prend beaucoup de temps. Enfin, les méta-analyses, ce n'est pas une méthode magique. Donc, si les essais que vous avez inclus dans votre revue systématique sont de mauvaise qualité, avec des risques de biais élevés, votre méta-analyse ne va pas améliorer la qualité des essais qu'elle revue. Et donc, votre résultat sera également de mauvaise qualité, ou en tout cas avec un risque de biais élevé. Les biais et les limites lors de la réalisation de la revue systématique sont des sources de biais potentiels. Donc une méta-analyse de mauvaise qualité peut donner des résultats de mauvaise qualité. Et voilà.